Tout a commencé par un message de 5 mots. Mercredi après-midi, j'étais à mon bureau, les yeux sur un tableau de trésorerie, quand mon téléphone a vibré contre le bois. La femme que j'allais épouser dans quelques mois ne m'a pas appelé. Elle n'a pas demandé si on pouvait parler. Elle n'a même pas pris la peine de faire semblant d'y aller doucement. Ma fiancée, celle avec qui j'avais passé 4 ans et préparé un mariage depuis 8 mois, a choisi un écran pour me larguer. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Débrouille-toi. Enfin, j'ai posé le téléphone à plat sur le bureau et je suis resté immobile. Ce n'était pas le mot d'un homme surpris. C'était le mot d'un homme qui venait d'arrêter de se mentir. J'ai 36 ans. Je travaille dans la finance. Jusqu'à très récemment, j'étais officiellement fiancé. La salle était réservée pour le début de l'été, les acomptes étaient payés, la liste des invités presque terminée. Vu de l'extérieur, on ressemblait à un couple solide. À l'intérieur, c'était un chaos bien tenu que j'avais pris trop longtemps pour de la stabilité. Au début, sa dureté m'avait plu. Au moins, avec moi, tu sais toujours où tu mets les pieds. C'est une façon de le dire. Je ne sucre pas les choses. Je n'ai pas le temps pour ça. J'aimais bien au départ. J'appelais ça de la franchise. En réalité, c'était souvent juste de l'impatience bien habillée. Ton travail a un côté rassurant. Tu allais presque me faire un compliment. Ne t'emballe pas. Rassurant, ça veut aussi dire un peu ennuyeux. Tout n'a pas besoin d'être excitant. Peut-être. Mais j'aime les gens qui ont plus d'élan. Les pics arrivaient toujours avec assez de sourire pour qu'on puisse les nier après. Tu devrais quand même te souvenir que j'aurais pu choisir bien d'autres hommes. C'est censé me flatter. Si tu veux. Elle répétait cette idée sous différentes formes. J'aurais dû me sentir chanceux. J'aurais dû comprendre l'effort qu'elle faisait en restant. J'aurais dû remercier pour une faveur que je n'avais jamais demandée. En février, on a dîné avec 2 couples qu'elle voyait souvent. Quelqu'un à table a raconté un voyage improvisé organisé au dernier moment par son compagnon. Elle m'a regardé par-dessus son verre. Je connaissais déjà cette expression-là. Elle ne demandait jamais d'explication. Elle déposait juste le poison et me laissait finir mon assiette avec. Ça doit être agréable. Quoi donc? Être avec quelqu'un qui sait encore surprendre. On parle d'un billet pris la veille. Justement. Tout le monde n'a pas besoin de vivre à l'arrache. Tout le monde n'a pas envie de vivre comme un classeur. J'ai continué à manger. C'était souvent ma stratégie. Manger, me taire, me dire que j'étais le plus adulte des deux. Avec le recul, ce n'était pas de la maturité. C'était juste une façon propre d'éviter les conflits. Elle revenait sans cesse à la même critique. J'étais trop prévisible, trop structuré, pas assez spontané. Elle parlait souvent du compagnon freelance d'une de ses amies. Toujours sur un nouveau projet. Toujours entre 2 villes. Toujours à vendre sa vie comme une aventure. Lui, au moins, il bouge. Lui, au moins, paye son loyer à temps. Tu vois? C'est ça, exactement. Quoi? Tu transformes tout en bilan. Je l'avais rencontré une fois, il avait l'air très ordinaire, mais elle parlait de lui comme d'une possibilité qui lui aurait mieux convenu. Je ne vais pas prétendre que je n'ai rien vu. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai juste passé un temps fou à leur donner de meilleurs noms. On vivait ensemble. Je payais l'essentiel. Loyer, charges, assurance auto, abonnement, courses, tout ce qui faisait tourner l'appartement sans bruit. Elle travaillait en freelance, avec des mois corrects et d'autres beaucoup moins. Ce mois-ci est compliqué. D'accord, Le prochain sera meilleur. on verra ça plus tard. Tu sais que j'apprécie quand tu assures derrière. J'aurais préféré qu'on assure à 2. Tu sais bien que ça va se rééquilibrer. C'est ce que je me répétais aussi. Je me racontais que c'était temporaire. Une fois le mariage passé, elle trouverait quelque chose de plus stable. On finirait par se rejoindre au milieu. J'ai gardé cette logique beaucoup trop longtemps. 8 ou 9 mois avant son message, quelque chose a commencé à glisser. Elle prenait moins de travail. Elle sortait davantage avec un nouveau groupe que je connaissais à peine. Elle rentrait plus tard, répondait moins vite, restait plus longtemps sur son téléphone que dans la pièce avec moi. Je rentre tard. Encore avec eux? Tu recommences. Je pose juste la question. Et moi, je te réponds que j'ai une vie. Je n'ai jamais dit le contraire. Alors arrête de prendre cet air-là. J'ai tout remarqué. Chaque détail. Et j'ai tout classé dans la même case rassurante, elle traverse sûrement quelque chose. Je ne voulais pas être le type qui interroge sa fiancée parce qu'elle est occupée. Aujourd'hui, je crois surtout que je confondais ne pas vouloir être contrôlant avec ne pas vouloir connaître la réponse. Alors, quand son message est arrivé mercredi, il n'y a pas eu de vrai choc. Seulement une mise au propre. J'ai relu ces 5 mots. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Au lieu de l'appeler, de rentrer en trombe ou de lui offrir la scène qu'elle attendait probablement, j'ai commencé à retirer, calmement, chaque chose que je faisais tourner pour elle depuis des années. D'abord le compte joint, j'ai redirigé mon salaire avant la fin de journée et récupéré exactement ce qui m'appartenait, en laissant uniquement de quoi couvrir ce qui avait déjà été débité. Je ne travaille jamais salement. Je documente. Je vérifie. Je fais les choses proprement. Ensuite, j'ai coupé ce qui reposait sur moi. Sa ligne sur le forfait téléphonique, les plateformes de streaming, le stockage cloud revenu à l'offre gratuite, son abonnement à la salle de sport, celui qu'elle promettait de rentabiliser tous les ans juste après le nouvel an.
l'assurance auto, où elle n'était qu'une conductrice ajoutée sur une police à mon nom, l'assistance routière, la carte d'urgence à laquelle elle avait accès depuis la 2e année, et que je remboursais intégralement tous les mois sans jamais en faire un sujet. Puis, les mots de passe, banque, mail, service. Tout ce qui passait par mon identité, je ne l'ai pas mise dehors. Ça aurait créé des complications juridiques inutiles. J'ai simplement préparé un sac et quitté l'appartement pour aller chez un ami qui avait une chambre libre. Pas de porte claquée. Pas de grand discours. Rien qu'elle aurait pu retourner contre moi avec une capture d'écran ou une version retravaillée des faits. Je me suis arrêté à un drive en chemin. Burger, bacon, sans oignon. C'est toujours ce que je prends quand j'ai besoin de réfléchir sans parler. Une fois installé dans la chambre d'amis, j'ai rouvert mon ordinateur et terminé ce que j'avais commencé. Le soir même, elle a écrit de nouveau. Pourquoi mon téléphone ne marche plus? Ma commande de course a été refusée. T'es sérieux? C'est puéril. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, elle a changé d'angle. Ce que tu fais est abusif. Tu réagis de façon complètement disproportionnée. Des couples traversent pire que ça. Tu prouves exactement ce que je disais sur tes insécurités. Rappelle-moi. Toujours rien. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement le ton. C'est ce qui manquait. Pas une seule excuse. Pas un seul désolé. Pas une seule phrase qui ressemblait à « j'ai merdé ». Tout tournait autour de ce qui ne fonctionnait plus pour elle. Son téléphone, sa carte, ses accès, son confort. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Elle ne réagissait pas à la perte de notre relation. Elle réagissait à la perte du système qui lui rendait la vie facile. Puis les messages ont laissé place à autre chose. Des appels depuis des numéros inconnus. Des boîtes vocales avec une voix calme, presque administrative, qui me demandaient de rappeler au sujet d'une affaire urgente. Et là, j'ai compris qu'elle avait fait un mouvement que, pour une fois, je n'avais pas anticipé. Le premier message vocal est arrivé le lendemain matin. Je l'ai écouté une fois, sans bouger, assis au bord du lit dans la chambre d'amis où j'avais dormi. Ce n'était plus une rupture. Elle essayait déjà d'en faire un dossier. L'avocat qu'elle avait trouvé si vite parlait avec cette courtoisie lisse des hommes qui n'ont entendu qu'une seule version. Je pense encore qu'elle tiendra debout 2 minutes de plus. L'avocat de mon ex-fiancé avait une voix calme, professionnelle, un de ces tons qui essayent de transformer l'absurde en procédure. Bonjour. Je vous appelle au nom de ma cliente au sujet d'un différend financier domestique. Nous avons des préoccupations concernant certains biens communs et un retrait brutal de soutien. Bien commun, soutien. J'ai rappelé une seule fois. Nous ne sommes pas mariés. Je comprends, mais il existe tout de même. Il n'existe aucun bail commun à nos deux noms. Aucun contrat prénuptial. Aucune promesse écrite de soutien financier continu. Tous les comptes fermés étaient à mon nom et alimentés par moi seul. Sur quelle base juridique m'appelez-vous exactement? Il a marqué une pause. Pas une pause théâtrale. Une pause de recalcul. Seriez-vous disposé à nous rencontrer pour régler cela à l'amiable? Je communiquerai uniquement par écrit. Ma cliente se sent prise de court et déstabilisée. Votre cliente a mis fin à nos fiançailles par message. Dans le même message, elle m'a annoncé qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Ma réponse a été de me désengager, personnellement et financièrement. Je vous repose la question. Où est le problème juridique? Il n'a pas répondu à ça non plus. L'appel a duré moins de 4 minutes. Après l'avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai rédigé une chronologie complète. L'heure exacte de son message, ma réponse, les comptes fermés, les dates, le statut juridique de chacun. Je me suis envoyé le document à moi-même pour laisser une trace horodatée. C'est une vieille habitude. Dans la finance, on apprend vite que les papiers comptent souvent avant même qu'on sache pourquoi. Cette fois, quand elle m'a écrit, elle avait changé de masque. Plus de bravade. Plus de ton cassant. Elle retouchait déjà l'histoire pendant qu'elle était encore chaude. Je ne voulais pas dire les choses comme ça. J'étais bouleversée. Tu aurais dû comprendre que je ne pensais pas débrouille-toi littéralement. Je pensais qu'on allait parler comme des adultes. Ta réaction est extrême. Et honnêtement, ça en dit plus sur ton caractère que sur le mien. Puis elle est arrivée à ce qu'elle voulait vraiment. En attendant que je retombe sur mes pieds, il y a quand même des choses que tu dois continuer à couvrir. Lesquelles? Le loyer, les charges, le téléphone, les courses, mes dépenses courantes. Le temps que la situation se stabilise. Tu viens de mettre fin à nos fiançailles. Ça n'efface pas 4 ans, Non. donc tu comprends. Oui. Alors tu vois bien que tu ne peux pas simplement tout couper du jour au lendemain. Tu appelles ça comment? Du soutien transitoire. Voilà. C'est là que tout s'est aligné. Elle ne quittait pas une relation. Elle essayait de renégocier les conditions de son confort. Il n'a jamais été question de chagrin. Seulement d'accès, de prise murale, de factures payées sans bruit et de la conviction profonde que tout cela devait continuer même après sa sortie. Les fiançailles sont terminées. Il n'y aura aucun soutien financier supplémentaire.
Toute communication future passera par votre avocat. Puis je l'ai bloqué. Dans l'heure, l'avocat a rappelé. Il n'avait plus le même ton. La première fois, il avançait comme s'il avait un angle. Cette fois, il vérifiait s'il en existait un. Avez-vous quelques minutes? Non, envoyez vos questions par écrit. Son mail est arrivé peu après. Court, presque prudent, plus de biens communs. Plus de retrait de soutien. Juste des vérifications. Le bail, les comptes, l'existence éventuelle d'une promesse écrite, le caractère remboursable ou non des acomptes de mariage. Il n'appelait plus pour revendiquer. Il cherchait désormais à savoir s'il y avait, quelque part, quelque chose à revendiquer. Il n'y avait rien. Pas de mariage. Pas de bail commun. Pas d'engagement écrit. Pas d'actifs partagés dignes de ce nom. À peu près au même moment, elle a trouvé un autre chemin jusqu'à moi en utilisant le compte d'une amie sur les réseaux. Tu essayes de ruiner ma vie. Tu me punis parce que j'ai été honnête. Les vrais hommes n'abandonnent pas une femme quand les choses deviennent difficiles. Je n'ai pas répondu. J'ai pris des captures d'écran. Quand quelqu'un commence à réécrire la chronologie, avant même que la poussière soit retombée, on documente, en silence, sans annoncer qu'on le fait. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement pendant qu'elle était dehors. L'endroit était calme d'une manière étrange, comme si même les murs évitaient de regarder les choses en face. J'ai pris seulement ce qui était à moi. Mes vêtements, mes dossiers, mon ordinateur, mes papiers, mes câbles. Les objets qu'on remarque à peine tant qu'on n'a pas besoin de partir vite et proprement. Avant de quitter chaque pièce, j'ai pris une photo. Le salon, la chambre, la cuisine, la salle de bain, tout était net, intact, à sa place. J'ai posé ma clé sur le comptoir de la cuisine. Aucun mot. Rien qu'elle pourrait découper, déformer, relayer. Le lendemain matin, son avocat a écrit encore. Ma cliente souhaiterait envisager une médiation plutôt qu'une escalade. Il n'y a rien à médiatiser. Il s'agit malgré tout d'une relation longue et d'un mariage planifié. Le projet de mariage a pris fin avec le message de votre cliente. Aucun mariage n'a eu lieu, aucun actif commun n'existe. Je ne participerai à aucune médiation. Si elle a besoin de récupérer un bien précis, formulez-le par écrit. 2 heures plus tard, elle a envoyé un dernier mail depuis sa propre adresse avant que je bloque celle-là aussi. T'es sans cœur. L'autre homme ne me traiterait jamais comme ça. J'attendais mieux de quelqu'un qui disait m'aimer. Elle croyait encore que ces phrases pouvaient atteindre quelque chose. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'au moment où elle avait envoyé son message, elle avait cessé d'être de ma responsabilité. Le premier vrai choc pour elle n'a pas été émotionnel. Il a été automatique. Le rappel de loyer. Un mail standard du bâtiment demandant la confirmation du paiement. Elle me l'a transféré presque aussitôt. C'est du demain. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Le deuxième choc a été la voiture. J'ai appris par un ami commun qu'elle paniquait, parce que l'application d'assurance ne chargeait plus, et que l'assistance routière lui disait qu'elle n'était couverte par aucune police active. Elle avait toujours traité tout ça comme on traite l'air ou la gravité, comme quelque chose qui existe sans auteur, comme si le monde prenait naturellement en charge ce qu'en réalité une personne réglait tous les mois. En fin de journée, sa colère avait déjà changé de forme. La peur n'arrive pas comme la colère. La colère écrit en majuscule. La peur coupe les phrases en morceaux. L'assurance reste active jusqu'à quand? La carte est annulée définitivement. Tu reviens pour qu'on parle. Là, elle faisait des calculs. Et les calculs ne donnaient pas ce qu'elle avait imaginé quand elle m'avait envoyé ces 5 mots. Il n'existe aucune obligation légale ou morale de soutien continu après une rupture initiée par votre cliente. C'est la seule phrase que j'ai envoyée. Après ça, les appels ont cessé. Environ une semaine plus tard, j'ai appris par quelqu'un d'autre qu'elle quittait l'appartement. Pas pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de plus petit. Elle allait loger chez une amie le temps de comprendre sa suite. Elle vendait même certaines choses sur lesquelles elle faisait autrefois de petites remarques quand je les avais achetées avec soin et sans excès. L'ironie n'avait pas besoin d'aide. Le même après-midi, j'ai annulé le mariage. La salle, le traiteur, le photographe, les avances. Presque 8000 $ qui ne reviendraient jamais. Ça m'a fait mal. Pas assez pour me faire reculer, mais assez pour que je refuse de mentir là-dessus. Ce n'était pas rien. Seulement, c'était une somme fixe. Connue. On paye. On classe. On avance. L'alternative, rester dans cette histoire, continuer à absorber, attendre encore des mois que tout s'équilibre par miracle. Voilà la dépense sans plafond. Et je savais déjà comment elle se terminait. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais calme. Le genre de calme qui arrive quand on arrête enfin de négocier avec la réalité. Un après-midi, au bureau, je me suis surpris à travailler normalement pour la première fois depuis des jours. Puis j'ai levé les yeux et j'ai compris que je n'avais pas consulté mon téléphone depuis 3 heures. Pas par discipline, parce qu'il n'y avait plus rien dedans que je devais redouter. Plus d'appels, plus de messages, plus de bruit de fond.
Ça paraît minuscule. Mais 3 mois plus tôt, j'aurais décrit mes journées comme une tension basse continue de traverser le tableur. Je n'avais pas compris à quel point cette relation me coûtait en énergie tant qu'elle n'avait pas disparu. Et c'est précisément quand le silence a commencé à me faire du bien qu'elle a tenté autre chose. Puisque le droit ne lui donnait rien, elle a essayé la réputation. J'ai commencé à recevoir des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Sa cousine, une ancienne collègue à elle, un ami commun soudain très soucieux de comprendre les deux versions. Les premiers messages ont commencé à tomber au moment exact où sa piste juridique s'effondrait. C'est toujours comme ça. Quand quelqu'un écrit qu'il veut juste comprendre les deux versions, ça ne veut presque jamais dire neutralité. Ça veut dire qu'une version circule déjà et qu'elle cherche du renfort. Elle a commencé à poster en ligne, rien avec mon nom. Rien qu'on puisse montrer du doigt comme une accusation directe. Juste assez pour que les gens de notre cercle comprennent très bien de qui elle parlait. Certaines femmes se reconstruisent après avoir été détruites par des hommes incapables d'entendre la vérité. On ne perd jamais en quittant ce qui nous abîme. La paix coûte parfois cher, mais elle vaut plus que le confort. Les commentaires ont suivi comme prévu. Des encouragements, des cœurs, des phrases écrites par des gens qui n'avaient entendu qu'une histoire. Ce que je n'ai compris que plus tard, c'est combien cette stratégie lui demandait d'énergie. Elle postait, écrivait à des gens, alignait les sympathies, alors même que les problèmes réels s'accumulaient devant elle. Le loyer, la voiture, le téléphone reconduit sur un forfait inférieur, le simple coup de continuer à vivre. À ce moment-là, je ne formulais pas encore les choses comme ça. Je voyais seulement les messages arriver et je les laissais mourir. Je n'ai rien commenté. Je n'ai rien corrigé en public. Je n'ai rien publié de mon côté. Le silence abîme ce genre de récit plus sûrement qu'une dispute. Elle avait besoin d'une réponse pour garder son histoire en mouvement. Je ne lui ai donné aucun carburant. D était une amie commune que j'avais toujours bien aimée. Le genre de personne avec qui on peut passer une soirée simple sans avoir l'impression d'être observé ou évalué. Salut. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça va? Oui. J'espère que je ne tombe pas mal. Non. J'ai entendu dire que les choses avaient explosé. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. J'apprécie. Elle m'a dit que tu avais tout coupé d'un coup. Téléphone, compte, tout. J'avoue que ça m'a surprise. Elle m'a quitté par message. Dans le même message, elle m'a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre. On n'était pas mariés. Il n'y avait pas de bail commun. Tous les comptes fermés étaient à mon nom. J'ai juste arrêté de financer une relation qu'elle venait de terminer. Un silence. Je vois. C'est la version courte. Merci de me l'avoir dit. Elle n'a plus écrit après ça. Je ne sais pas si elle a changé d'avis ou si elle a simplement choisi de rester dehors. Ça m'allait très bien. Je n'essayais pas de convaincre tout le monde. Je refusais seulement de laisser quelqu'un que je respectais repartir avec un mensonge proprement emballé. Elle a aussi essayé ma famille. Pas pour m'attaquer cette fois, pour supplier. Ma mère m'a transféré un message d'elle en fin d'après-midi avec une seule phrase au-dessus. Dis-moi juste si tu vas bien. Ma mère avait cette manière de ne jamais forcer une conversation tout en ouvrant complètement la porte. Oui, je vais bien. Elle m'a écrit. Je me doutais qu'elle finirait par le faire. Elle dit qu'elle t'aime, qu'elle est perdue, qu'elle n'avait jamais imaginé que ça finirait comme ça. Qu'elle espère que je pourrais te faire entendre raison. Il n'y a rien à entendre. Explique-moi. Elle m'a quitté par message. Elle m'a annoncé un autre homme dans la même phrase. J'ai retiré mon argent des comptes à mon nom. Son avocat a essayé d'inventer un différend financier. Il n'y a ni mariage, ni bail commun, ni engagement écrit, ni actif partagé. Ensuite, elle a essayé la pression par les gens autour. Ma mère m'a laissé finir sans m'interrompre. Tu as bien fait. Tu es sûr? Oui, ton père aurait dit la même chose. Rester ferme ne fait pas de toi quelqu'un de cruel. Cette porte-là s'est refermée doucement et n'a plus bougé. Le dernier mouvement pseudo-juridique est arrivé ensuite. Une lettre à l'apparence sérieuse, rédigée par son avocat, mais qui sentait davantage l'inquiétude que la stratégie. Beaucoup de vocabulaire autour de la dépendance émotionnelle, des attentes implicites, de la brutalité de ma réaction. Pas une seule demande appuyée sur une base concrète. Il demandait encore une discussion. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, un mail plus court est arrivé. Ma cliente ne poursuivra pas cette démarche davantage. Merci de confirmer un créneau pour la récupération de ses effets personnels restants. C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des faits, juste une retraite rédigée au propre. Et après ça, le bruit s'est arrêté. Plus de poste, plus de messages détournés, plus de voix empruntées. Le silence n'avait plus la même texture. Ce n'était plus le calme tendu d'une chose suspendue. C'était une fin. Une fois le vacarme tombé, j'ai compris à quel point ma propre tête était redevenue ordonnée. Pas vide, rangée, comme une pièce dont on retire enfin un meuble encombrant qu'on contournait depuis si longtemps qu'on avait cessé de le remarquer. Mes dépenses ont baissé immédiatement, sans que j'aie quoi que ce soit d'autre à faire. Plus de petites ponctions permanentes, plus d'incertitude mensuelle sur sa part.
plus de fonds sonores financiers derrière chaque journée. Le changement émotionnel était réel aussi, mais pas de la façon dramatique que les gens imaginent. Je n'ai pas sombré. Je ne me suis pas surpris à lui manquer. Ce qui me manquait, si quelque chose me manquait, c'était une idée du futur que j'avais déjà dépassée avant même qu'elle s'écroule. J'ai aussi dû regarder ma propre part en face. Je n'étais pas irréprochable. J'avais laissé durer trop de choses. J'avais rebaptisé des signaux très clairs parce que je ne voulais pas être l'homme qui détruit une relation de 4 ans à cause d'une remarque à dîner ou d'une critique répétée. Je n'étais pas patient, j'étais évitant. Mais il y a une différence entre ne pas avoir géré quelque chose parfaitement et mériter ce qu'elle a fait. Je connais cette différence. Une semaine environ après que tout s'est tu, elle a essayé une dernière fois en direct. Je sortais du travail et je remontais vers mon nouvel immeuble quand j'ai remarqué une voiture garée un peu plus loin que je n'avais jamais vue là. Pas la sienne. Un véhicule emprunté, assez récent, trop propre pour être discret. La portière conducteur s'est ouverte au moment où je suis arrivé à hauteur. Elle en est sortie vite, comme quelqu'un qui a répété l'angle d'approche, mais pas la suite. Elle avait changé, pas physiquement plus petite, mais plus étroite dans l'énergie, comme si toute l'assurance que je lui avais connue pendant 4 ans avait été retirée et remplacée par quelque chose de plus pressé, plus instable. Athens, j'ai juste besoin de 5 minutes. Non. 5 minutes, ce n'est pas énorme après 4 ans. Non. Ce refus-là l'a plus désarçonné que tout ce que j'avais fait auparavant. Elle a eu un petit rire, bref, sec, celui de quelqu'un qui pense encore que l'autre va forcément ajouter une phrase, une exception, une ouverture. Je n'ai rien ajouté. T'es sérieux? Oui. Tu es en train d'être cruel. On était fiancés, ça comptait. La conversation s'est terminée quand tu as envoyé le message. J'étais en colère ce jour-là. Je ne pensais pas les choses comme ça. Pourtant, tu les as écrites comme ça. Je pensais que ton enfin était du sarcasme. Je pensais que tu te calmerais, que tu voudrais en parler après. C'était la phrase la plus honnête qu'elle ait dite depuis le début. Pas un aveu de regret, un aveu d'hypothèse. Elle n'avait jamais cru que je partirais vraiment. Voilà le problème. Quel problème? Tu continues à parler de ce que tu pensais que j'allais faire. Jamais de ce que toi t'as fait. Je suis en train d'essayer de m'excuser. Non. Tu essaies de rouvrir une porte. Parce qu'on ne jette pas 4 ans comme ça. Toi, si, C'est injuste. peut-être. Mais c'est terminé quand même. Tu me punis. Non. Les conséquences ne sont pas une punition. Elles remettent simplement les choses à leur place. T'es devenu froid. Non. J'ai juste cessé d'être disponible pour tes réécritures. Elle a serré ses bras contre elle comme si le geste pouvait encore la recentrer. Je t'aimais. Peut-être à ta manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ta manière supposait que tout continuerait de tourner même après ça. Elle m'a regardé comme si je venais de déplacer le sol sous ses pieds une dernière fois. Tu regrettes ce qu'on avait. Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt ce que c'était devenu. Je l'ai contourné. Je n'ai pas accéléré. Je n'ai pas ralenti. Je suis simplement passé devant elle et j'ai rejoint la porte. Tu n'as vraiment plus rien à me dire. Je suis entré dans l'immeuble sans me retourner. Je n'ai pas claqué la porte. Le soir même, un nouveau numéro m'a écrit. Je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. C'était toute l'histoire, résumée en une ligne. Le nouveau type, celui qu'elle m'avait brandi dans son message, avait déjà disparu à ce moment-là. Je le sais uniquement parce que, dans l'un de ses derniers messages avant le silence complet, elle m'avait accusé de l'avoir monté contre elle. Je ne lui avais jamais parlé une seule fois. Il avait simplement rencontré une version d'elle qui n'arrivait pas avec une structure financière stable autour d'elle, et il avait décidé que ce n'était pas un problème qu'il voulait adopter. Par des gens qu'on connaissait tous les deux, j'ai encore entendu quelques débris dans les semaines suivantes, que j'avais changé d'un coup, que je l'avais prise de court, que j'avais toujours été contrôlant avec l'argent. Ça ne m'a pas atteint. Ce genre d'histoire a besoin de ma participation pour tenir debout. Sans réponse, elle se dégonfle. Ce qui m'a surtout frappé, c'est la facilité avec laquelle elle avait réécrit son propre rôle. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Débrouille-toi. Était devenu. J'ai été honnête avec lui, et il a complètement surréagi. C'est dans cet écart-là que la confiance meurt et ne revient plus. L'ancien appartement a disparu de ma vie. J'ai pris un logement plus petit, plus proche du travail. Il est calme, il est à moi. Je dors mieux que depuis au moins 2 ans. Je me réveille sans cette tension de fond à laquelle je m'étais tellement habitué que j'avais cessé de la reconnaître comme une tension. Les acomptes du mariage sont partis avec le reste. J'ai pris le coup sans hésiter. L'argent revient plus vite que la confiance. J'ai changé mes habitudes. Je me suis remis au travail sérieusement. J'ai repris contact avec quelques personnes que j'avais laissées s'éloigner pendant que je m'occupais d'une vie à deux qui, en pratique, reposait surtout sur moi. F était un vieil ami dont j'avais été proche vers la fin de la vingtaine, avant que les choses se distendent petit à petit. Alors, comment tu vas, vraiment? Mieux que prévu. J'ai eu la version courte. Elle m'a quitté par message. Elle avait déjà quelqu'un d'autre. Elle pensait que je continuerais à tout faire tourner pendant qu'elle gérait sa sortie.
Je ne l'ai pas fait. Il a laissé échapper un rire, pas contre moi, contre la mécanique entière de l'histoire. Oui, j'avoue que je m'attendais un peu à un truc de ce genre. Et tu ne me l'as jamais dit? Parce que personne n'a envie d'entendre ça avant que ça arrive. Il avait probablement raison. Je n'aurais pas écouté. Depuis, elle n'a plus repris contact, ni directement, ni par quelqu'un d'autre. Le silence tient cette fois parce qu'il n'y a plus rien à tester. Aucune limite molle. Aucune porte de service émotionnel. Elle a essayé toutes celles qu'elle connaissait. Elles sont restées fermées. C'est la fin la plus propre que j'ai jamais eue. Ce que je sais maintenant et que je ne savais pas avant est très simple. Quand quelqu'un vous montre à quel point votre présence lui importe peu, il faut le croire la première fois, pas la quatrième. Pas après 3 mois de plus. Pas après des excuses qui ne parlent jamais de l'acte lui-même. Et l'autre chose que je sais, c'est que je ne fonctionne pas dans la réaction. Je fonctionne dans la réponse. Réagir, c'est laisser l'émotion salir ce qui vient ensuite. Répondre, c'est laisser l'information entrer, décider ce qu'elle signifie, puis agir en conséquence. Elle m'a appelé froid. Je peux vivre avec ça. Froid voulait simplement dire que, pour une fois, j'étais resté en possession de moi-même. Je ne suis pas pressé de remplacer ce que j'ai retiré. Je n'ai téléchargé aucune application. Je n'ai prévu aucune suite. Je me réveille le matin et l'appartement est à moi. Les finances sont à moi. Les décisions sont à moi. Et rien de tout ça ne ressemble à une perte. Ce qui a détruit cette relation, ce n'est pas ma réponse. C'est sa certitude qu'elle pouvait envoyer ce message et garder l'infrastructure en état de marche malgré tout. Je ne l'ai pas puni. J'ai simplement cessé de subventionner une situation qui fonctionnait sur mon argent et contre mes intérêts depuis trop longtemps. Ce n'était pas de la froideur. C'était de la comptabilité.